Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Histoire d'Astro. Je suis ravie de vous retrouver pour un second épisode de la série sur les blessures et les zones d'ombre dans le thème astral. Si vous avez suivi la semaine dernière, je dis ça, c'est pas du tout la semaine dernière peut-être pour vous, mais en tout cas au moment où j'enregistre, la semaine dernière, j'ai sorti l'épisode sur Chiron, qui est le mythe du guérisseur blessé et qui montre un point de vulnérabilité dans le thème astral. Aujourd'hui, on aborde un second point qui est tout aussi deep et intéressant à explorer, qui est Lilith, qu'on appelle aussi la lune noire. C'est vraiment marrant parce que je trouve que rien n'arrive par hasard. Cette série d'épisodes, ça fait longtemps que je l'ai en tête. Comme je l'avais dit dans l'épisode sur Chiron, en plus j'ai eu pas mal de sollicitations. Je crois que c'était l'été dernier quand j'avais mis une boîte sur Instagram en disant Hey, l'année prochaine, vous voulez quoi pour la prochaine saison sur Chiron. C'était peut-être pas l'été dernier, c'était peut-être en fin d'année au moment où j'ai fait la pause entre les deux saisons. Bref. Et donc des gens m'avaient parlé de ça. Et ça tournait un peu dans ma tête, mais moi je fais tout vachement au flow, c'est-à-dire que j'ai un petit peu des idées de ce que j'ai envie de faire, j'ai des idées qui tournent dans ma tête depuis longtemps, mais il y a des choses où je sais que c'est pas le bon moment et tout d'un coup ça pop en mode ok c'est le moment. Et bon, bah pour cette série d'épisodes, c'est maintenant. Mais ce qui est intéressant à conscientiser, c'est que ça arrive à un moment où pour moi, je suis en train justement de passer tour à tour sur des étapes importantes en termes de transit autour de mes propres blessures dans mon thème astral. Et donc, j'ai l'impression que faire cette série d'épisodes, c'est aussi venir faire un espèce de travail sur moi-même, de conscientisation, de plein de choses en fait. Donc, c'est intéressant parce que j'ai décidé de commencer par Chiron. Enfin, pour moi, c'était une évidence de commencer par Chiron. Et c'est arrivé pile au moment où j'ai été très challengée par Chiron sur une semaine où il y a eu une nouvelle lune qui s'est passée sur ce point-là dans le ciel. Donc j'ai sorti Chiron en ayant, enfin juste après avoir eu une méga prise de conscience sur ma propre blessure autour de Chiron. Là, j'enregistre Lilith alors que je viens d'achever un cycle de 6 mois d'un transit qui m'a vraiment, vraiment, vraiment donné du fil à retordre sur ces 6 derniers mois. Et là, Lilith, elle a fait un petit mouvement dans mon thème pour venir vérifier que j'avais bien compris la leçon. Et je pense avoir bien compris la leçon et je sors cet épisode juste après avoir tiré ces enseignements-là. Et les nœuds lunaires, donc ce qui est le troisième épisode que je compte faire pour venir clore cette série d'épisodes, je comptais le faire en dernier. Et donc je le ferai dans les prochaines semaines. Et ça va se passer pile maintenant que j'ai Uranus qui vient de se mettre en conjonction avec mon nœud sud. Donc je sais que c'est un transit lent. Uranus est une planète lente. Elle va rester sur mon nœud sud approximativement 1 an. Donc on a le temps de voir venir. Mais je trouve que rien n'arrive par hasard. En plus, c'est un sujet que j'explore énormément en ce moment lors de ma formation avec ma prof. Et donc, du coup, j'ai des prises de conscience de malade autour de ça. Et c'est pile le moment où j'ai envie de vous en parler. Voilà, tout ça pour dire que dans la vie, quand on go with the flow, les choses arrivent un petit peu comme elles doivent arriver, je pense. En plus, c'est marrant parce que ce transit d'Uranus sur mon nœud sud, j'avais conscientisé qu'il allait arriver au moment où je me suis inscrite pour mon second round de Vipassana. Si vous savez absolument pas de quoi je parle, en gros, l'année dernière, j'avais fait une retraite de silence et de méditation qui s'appelle, c'est Vipassana en fait, ça existe partout dans le monde, mais moi je l'ai fait en France. Donc c'est une retraite où pendant 10 jours, tu médites 10 heures par jour et tu ne parles pas à personne, jamais, tu n'écris pas, tu ne lis pas, tu ne fais rien d'autre que méditer et être seul face à toi-même. Et j'avais décidé d'y retourner cette année, non pas pour refaire le whole package, mais pour en gros pendant 10 jours venir servir, c'est-à-dire faire à manger, faire le ménage, enfin en tout cas faire en sorte que le setup soit nickel pour accompagner les méditants dans leur pratique et faire en sorte que ça se passe mieux pour eux. Bref, c'est un sujet très lié à mes nœuds lunaires et ça j'en parlerai dans l'épisode que je ferai à ce sujet-là. Mais tout ça pour dire que, en gros, là, je vais partir, c'est mercredi prochain, je pars pour donc 12 jours. Et Uranus arrive pile à ce moment-là. Et faire Vipassana, c'est vraiment c'est très maison 12 et moi, mon nœud sud se trouve en maison 12. Bon, bref, je ne vais pas griller les étapes. C'est un petit teasing où je vous raconterai dans le prochain épisode sur les nœuds lunaires ce par quoi je suis passée en termes de réflexion sur est-ce que je devais aller là-bas ou pas. Parce que par rapport à mon nœud sud qui se trouve en maison 12, c'était pas forcément quelque chose qui semblait être recommandé. Mais j'ai eu des prises de conscience de malade et j'ai décidé que oui, il fallait absolument que j'y aille. Je pense d'ailleurs que Uranus va m'aider à venir lâcher un petit peu des choses que je dois lâcher autour de ce nœud sud pour ensuite avancer sereinement vers mon nœud nord. Mais donc ça sera un autre sujet. Je vais arrêter de m'égarer avec ça et je vais entamer
l'épisode du jour. Avant ça, je voulais juste vous dire que j'ai passé une nuit compliquée parce que mon bébé chien a dû faire un petit tour aux urgences. Donc je suis dans un état un petit peu fatiguée parce que ensuite quand on l'a ramenée à la maison, elle sortait d'une anesthésie générale. Donc en plus de tout le flot émotionnel par lequel on est passé avec mon mec d'emmener notre chien de 6 mois aux urgences parce qu'on avait l'impression qu'elle avait un truc coincé dans la gorge et donc c'était bref émotionnellement un peu chargé. Mais en plus après, comme elle était en redé de son anesthésie, elle était dans un état très second et il fallait faire attention à elle cette nuit, d'autant qu'elle dort avec nous. Donc bref, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai fait une FAQ ce matin sur Instagram où j'avais un peu du mal parfois à mettre les bons mots au bon endroit. Ceux qui écoutent mes podcasts savent que ça arrive de temps en temps. J'ai des petits bugs de langage, etc. Ça arrive surtout quand je suis fatiguée. Donc, bon, si c'est le cas aujourd'hui, je m'excuse pour ça. J'ai pas d'autre moment pour enregistrer en fait ce podcast puisque demain, je pars pour un gros week-end entre copains à Lille. Et ensuite, je pars à Vipassana dans quelques jours et j'aimerais vraiment programmer, donc monter ce podcast avant de partir, histoire de vous laisser avec ce contenu en mon absence. Voilà, pour que vous m'oubliez pas. Non, je rigole. Pour que vous m'oubliez pas, j'en sais rien, mais pour en tout cas vous donner des choses pour alimenter vos réflexions astrologiques. D'autant que j'ai eu des super retours sur l'épisode de Chiron. Merci pour tous ceux qui m'ont fait des retours, ça m'a fait trop plaisir. Je vois que c'est un sujet qui vous a vraiment plu. Et j'ai eu du coup des gens qui m'ont dit « Et Lilith, c'est quand ?» Et j'ai dit « Lilith, c'est la semaine prochaine !» Donc je me suis engagée. Alors on y va, on va le faire, ça va bien se passer. Peut-être que si vous découvrez ce podcast en cours de route et que du coup vous commencez à explorer Histoire d'Astro par cet épisode, déjà merci d'être là, mais peut-être que vous pourriez retourner écouter l'épisode de Chiron d'abord parce que je pense que je vais faire pas mal de références à Chiron dans cet épisode, donc bon, ça serait bien de commencer par là si vous ne savez pas ce que c'est la symbolique de Chiron, histoire de peut-être pouvoir suivre plus facilement. Après évidemment, si vous êtes lancé et que vous voulez vous attaquer à Lilith, grand bien vous fasse, dans tous les cas l'épisode est sur Lilith, pas sur Chiron, donc vous devriez quand même pouvoir obtenir un maximum d'informations. Comme à ma petite habitude, j'aime bien entamer du coup les épisodes sur les planètes et les différents points du thème astral par un zoom sur la mythologie. Et l'histoire de Lilith, elle est assez intéressante. D'habitude, je trouve qu'on entend beaucoup dans les histoires de la mythologie, vous allez voir, c'est très accurate. C'est très autour de dieux qui font des trucs un petit peu hardcore, etc. Cette fois-ci, celle qui est au cœur de l'histoire, ce n'est pas une figure masculine, c'est une figure féminine. Lilith, c'était la première femme d'Adam. Et ouais, c'était pas Ève, voilà. Il y avait une autre femme avant ça, et vous allez comprendre pourquoi, en fait, on en entend moins parler avec la suite de l'histoire. Donc en fait, l'idée, c'est que Dieu aurait créé Adam et Lilith en même temps, donc sur un pied d'égalité, de la même terre, donc vraiment, ils sont censés être égaux. Sauf qu'à un moment donné, pendant un petit ébat d'ordre sexuel, Adam a voulu soumettre Lilith dans une position que l'on connaît tous, qui est la position du missionnaire. Et Lilith, elle s'est pas sentie emballée par le projet. Globalement, elle lui a dit « Je comprends pas, on est sur un pied d'égalité tous les deux, pourquoi ce serait à moi de me mettre en fait sous toi ?» Donc il y a plusieurs versions dans l'histoire, hein, comme d'habitude dans la mythologie. Moi, je vous donne celle que je connais. Mais globalement, en gros, c'est ça l'histoire, c'est qu'elle a refusé de se soumettre sexuellement à lui et ça a déclenché des chocs à pic. Bref, donc désaccord sur la position sexuelle. Adam veut qu'elle se soumette. Lilith refuse. Yes, girl. Suite à ça, il y a une version du mythe qui dit que elle quitte le jardin d'Éden la tête haute. Et il y a une autre version du mythe qui dit qu'en fait, elle se fait carrément têche. Bref, ce qui se passe ensuite, c'est que elle rentre en conflit avec Dieu. Elle déciderait même de rejoindre Satan. En gros, globalement, elle préfère vivre en exil et maudite plutôt que de revenir sur cette décision de soumission. Et du coup, Dieu va créer Ève, qui, elle, acceptera la soumission. Et la légende dit que jalouse, Lilith se vengerait en dévorant leurs enfants. Voilà. Avec la mythologie, on est toujours dans des histoires un peu good vibe. Mais cette fois-ci, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme qui est au cœur de l'histoire, qui d'ailleurs n'est pas considérée comme une déesse, mais comme une démone. Et c'est là tout aussi le sujet de la symbolique, c'est vraiment cette notion de, comme par hasard, pour une fois que c'est une femme qui fait quelque chose d'un peu, vindicatif, parce que dois-je le rappeler, dans d'autres mythes, il y a quand même des hommes qui font des trucs
pas ouf, tu vois? Par exemple, Saturne qui coupe, de son père, bon, on n'en fait pas un démon pour autant, mais là, c'est une femme qui se rebelle, donc tout de suite: «Ah mon Dieu, Satan, oh là là, quel enfer, quel démon». Bref, la vie, quoi. Techniquement, je trouve que ce qu'il faut comprendre avec, ce mythe, c'est que c'est pas Lilith qui est monstrueuse à la base, parce que finalement, c'est ce qu'elle devient, hein. Elle devient le symbole de la monstruosité et de la destruction et voilà, tout un tas de mots, très très attractifs, dirons-nous. Mais en fait, c'est l'histoire qui la rend monstrueuse. Parce que finalement, ce qu'on retient, c'est que Lilith était une démone et qu'elle a rejoint Satan, alors qu'en fait, au final, c'était juste une femme qui voulait conserver sa liberté et son pied d'égalité. Donc au final, c'est le récit qui la rend monstrueuse, parce qu'en fait, tout simplement, sa désobéissance était tellement insupportable qu'ils ont préféré en faire une démone. Mm. Bon, sorry not sorry, moi personnellement, je comprends Lilith. Allez, maintenant, on va plonger dans l'astro. Donc, je veux pas vous perdre, mais il y a quelque chose qui me paraît être important de vous expliquer, c'est que en astrologie, il y a 3 manières de calculer Lilith. Je dis Lilith, mais c'est aussi la lune noire, donc c'est vrai que selon les logiciels ou les sites que vous allez utiliser, parfois vous allez voir le terme, ça sera lune noire, parfois ça sera Lilith, parfois ça sera les deux. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Et voilà, histoire de complexifier l'histoire, il y a 3 possibilités de voir Lilith dans le thème astral, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Lilith, c'est pas une planète, c'est pas un astéroïde, c'est pas quelque chose qui existe réellement, physiquement. Ce qu'il faut comprendre, alors j'ai mis du temps à comprendre ce concept, donc je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. Alors en réalité, il n'est pas très compliqué, mais je me rappelle la première fois que j'ai lu la définition, j'étais dans mon lit et j'étais là genre... C'est le second foyer vide de l'elliptique de la Lune. J'étais là, genre, je comprends pas. Et mon mec a commencé à me faire un schéma en prenant des objets, du coup, pour me, pour me mimer la situation. Donc j'ai compris. En gros, je vous explique. Ça sera plus simple pour les personnes qui me regardent sur YouTube, mais je vais essayer de faire suffisamment imagé pour que les personnes qui m'écoutent sur les plateformes d'écoute puissent comprendre quand même. Il faut savoir que la Lune, la manière dont elle tourne, donc ce qu'on appelle son elliptique, il est pas rond. Elle tourne pas de manière ronde autour de la Terre. Ce qu'elle fait, c'est un genre de ovale. Donc, quand elle tourne, donc elle fait le tour de la Terre, et au moment où en fait elle va être elle va avoir terminé de contourner la Terre, elle va partir dans son ovale. Et donc, c'est comme si au milieu de cet ovale-là, on aurait eu la possibilité de mettre une seconde Terre à cet endroit-là. Un peu comme un espèce de miroir. Dans son ovale, il y a un endroit où il y a la Terre, il y a un endroit où il y aurait pu avoir une autre planète, une autre Terre, si on était sur un effet miroir, sauf qu'il n'y a rien. Et ce vide, en fait, c'est ce point-là qu'on appelle la lune noire, aka Lilith. Symboliquement, c'est le point le plus éloigné en fait de l'orbite de la Lune, et donc ça vient parler vraiment de toutes ces faces cachées, l'inconscient, les choses qui sont refoulées, les choses qui sont vraiment enfouies. Donc en fait, comme Lilith est un point fictif, c'est basé sur un calcul. Sauf qu'il y a 3 manières en fait de calculer ce point. Il y a soit le fait de faire une moyenne, c'est la version lissée en fait. Ça voudrait dire que la Lune, elle tourne toujours de la même manière avec une elliptique qui va être régulière. On calcule le point à partir de cette elliptique qui va être lissée. Sauf qu'en réalité, la Lune, elle n'a pas une elliptique qui va être tout le temps la même en termes de temporalité. Parce que parfois, là-haut, il se passe des choses qui font qu'il y a des choses qui perturbent un petit peu la trajectoire de la Lune. C'est entre autres lié à la gravité du Soleil, des autres planètes, etc. Donc, la Lune noire vraie, en fait, elle est calculée sur le fait que ça prend en considération ces perturbations de la Lune dans sa trajectoire. Donc, ça vient juste se baser sur ce qui se passe réellement dans le ciel. Et après, il y a la lune noire corrigée. En gros, c'est une espèce de compromis entre les deux calculs, mais elle est nettement moins utilisée, donc voilà, je l'aborderai moins. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des astrologues qui utilisent la lune noire vraie, il y en a d'autres qui utilisent la lune noire moyenne. Moi, personnellement, j'ai décidé de me baser sur la vraie, parce que, tout simplement, c'est la vraie. C'est aussi simple que ça. Et parce que je me suis... j'ai fait un petit peu des comparaisons, forcément, au début, quand tu explores ton thème astral, ou quand tu commences à faire des analyses de thèmes, tu vas un petit peu poser des questions aux gens en leur disant qu'est-ce qui résonne le plus chez toi, etc. Ce que je vous invite à faire, en fait. Gardez en tête que tout ce que je vous partage ici, dans mes contenus, c'est des choses que moi, je tiens de mes recherches, mes apprentissages, mes formations auprès de différents professeurs, etc., qui forgent ma vision. Ce qui est important avec l'astrologie, c'est de venir créer votre propre pratique pour avoir la pratique qui va être la plus confortable pour vous par rapport à votre vision, par rapport à vos prises de conscience. Donc déjà, ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'aller noter quelle est la position de la lune noire vraie dans votre thème et de la lune noire moyenne. Et puis, vous allez pouvoir faire vos recherches et beaucoup d'introspection aussi, parce que c'est un point qui demande de l'introspection, pour voir laquelle
résonne le plus et c'est possible que les 2 résonnent. Alors, il faut savoir que comme c'est un calcul, quand même basé sur un point qui est assez, voilà, enfin vous allez pas vous retrouver avec des choses qui sont, diamétralement opposées, mais c'est possible que votre lune noire, elle change de signe ou de maison, auquel cas, c'est vrai que ça peut changer l'interprétation. Voyez ce qui résonne le plus pour vous et faites-vous votre propre avis. Moi, j'ai choisi la vraie, peut-être que vous choisirez la moyenne, peut-être que moi-même, plus tard, avec le temps et l'expérience, je reviendrai à la moyenne, parce que ma première formation était basée sur la lune noire moyenne. Pendant un temps, c'est ce que j'ai utilisé. Puis j'ai creusé la lune noire vraie et j'ai trouvé que finalement, ça m'allait bien. J'ai eu un temps où j'utilisais les deux. En fait, il y a tellement d'éléments en astrologie qu'à un moment donné, il faut se simplifier la tâche. Donc voilà, faites vos jeux. Alors, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le calcul, 3 points font que Lilith fait le tour du zodiaque en Massoménos 9 ans. Ah oui, et aussi un truc qui, moi, m'a fait choisir la lune noire vraie, c'est que du coup, aussi, ça prend en considération donc, les mouvements donc, dans le ciel et donc la possibilité qu'elle peut rétrograder, donc revenir en arrière symboliquement. Et moi, j'ai pu observer, notamment avec mon expérience là du transit qui s'est passé avec Lilith ces 6 derniers mois pour moi, que la période de rétrogradation, elle faisait sens en fait. Donc voilà, c'est aussi ce qui me fait me dire que c'est important de venir prendre ça en considération, mais encore une fois, chacun son avis. Et on respecte les avis de tout le monde. Ok, donc symboliquement parlant, Lilith, en fait, dans le thème, c'est quelque chose qui va vraiment parler de nos parts d'ombre, de quelque chose qu'on n'aurait pas digéré et qui est pas forcément évident à venir regarder en face parce que c'est pas une énergie avec laquelle on va être confortable, c'est pas forcément toujours jojo à venir conscientiser. C'est quelque chose qu'on aimerait bien mettre sous le tapis, mais pour le coup, c'est là, donc il faut y faire face. Ça fait partie du shadow work, dont on entend tellement souvent parler ces derniers temps. Donc, en fait, Lilith, elle symbolise la part de nous qui a été rejetée, dont on a été coupé assez violemment, qui a été tue, mis sous le tapis de notre fait ou par les autres, enfin qui a été condamné par les autres et qu'on a choisi du coup de mettre, de refouler en fait quelque part, parce qu'on a vu que ça pouvait provoquer de la souffrance. Par exemple, en termes de psychologie, c'est quelque chose où en fait c'est une part de nous qui a pu être rejetée à un certain moment. Alors pas forcément verbalement parlant, hein, peut-être qu'on nous a pas dit c'est pas bien de faire ça, peut-être qu'on l'a fait, mais parfois on a pu ressentir un regard ou un geste qui nous a fait comprendre que c'était honteux, qu'il fallait pas agir comme ça, que c'était pas bien, etc. Donc ça teinte ce comportement de honte et de tout un tas de sentiments qui font que voilà, on n'est pas à l'aise en fait avec ce comportement-là. Pendant une consultation un jour, j'ai une personne qui m'a fait un petit peu le lien avec la boîte de Pandore et je trouve que c'est assez vrai. Lilith, c'est vrai que ça peut être quelque chose qu'on peut avoir tendance à enfermer dans une espèce de boîte parce qu'on n'a pas envie de le regarder et qu'on aurait peur en fait de ce qui va en sortir. Alors que finalement, en fait, si on bon, c'est pas vraiment ça le mythe de la boîte de Pandore, mais en fait finalement cette boîte, il faut pas en avoir peur, il faut pas en avoir honte, il faut venir la regarder parce que c'est une part de nous qui est à réconcilier. Avec Chiron, on était plus sur une notion de guérison. Alors qu'avec Lilith, je trouve qu'on est plus sur une notion d'intégration, enfin du moins de réintégration, de comprendre que c'est pas grave d'être comme ça, il faut juste trouver un juste milieu parce que comme je le disais, c'est un point qui est assez extrême et vous allez le voir en fait, du coup on peut soit partir dans un extrême, soit partir dans un autre, mais en tout cas c'est une part à venir réconcilier et intégrer en nous. Dans les questions qu'on peut se poser par rapport à notre Lilith, ça va être des questions par rapport au rejet, à la honte, à l'humiliation. Quel va être en fait notre comportement quand on est touché par ces sentiments-là? Parce que généralement, c'est notre Lilith qui va parler. Donc plus tard dans l'épisode, je vais faire le tour de Lilith en signe et je vais parler aussi de sa position en maison de manière un peu plus rapide parce que sinon ça va durer vraiment trop longtemps. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est l'énergie du signe. La maison, vous allez le voir, c'est un petit peu le théâtre où ça se joue, enfin voilà, la caisse de résonance. Mais en fait, une des questions que vous allez pouvoir vous poser, qui pourra d'ailleurs vous aider à conscientiser cette Lilith, ça va être de vous demander comment je réagis en fait quand on me pousse à faire quelque chose que je ne veux pas. Donc comme dans le mythe, quand Lilith en fait, on lui dit soumets-toi, elle est là, certainement pas non, je prends mes claques, je me casse en fait, voilà. Donc c'est quoi ta réaction face justement à la domination et au fait qu'on te pousse à faire quelque chose que tu ne veux pas faire, et comment tu réagis quand tu es rejeté et humilié. Lilith, elle réagit en mettant le monde à feu et à sang et en bouffant les enfants d'Adam et Ève. Chacun ses réactions. Je ne juge personne.
Mais comme on peut le voir du coup dans cette histoire, on n'est vraiment pas sur de la demi-mesure, c'est vraiment un sentiment qui va être assez deep, assez profond, assez extrême en fait. Et du coup, ça vient réveiller une part de nous qui, en fait, quelque part, est en capacité de venir faire du mal aux autres, voire de se faire du mal aussi à soi-même. Comme je le disais, c'est un point qui est important à venir conscientiser parce que ça fait partie de nos ombres. Et pour devenir des êtres parfaitement éveillés et lumineux, hey, il faut regarder nos ombres. Il faut venir faire ce qu'on appelle, donc comme je le disais, le shadow work, c'est-à-dire de venir regarder ce qui n'est pas Jojo en face et venir le conscientiser, faire remonter à la surface. C'est très plutonien en fait finalement aussi comme expérience pour finalement se dire ok, bon ça c'est digéré, maintenant que je l'ai digéré, j'en fais une force et j'avance. Parce que, comme je le disais aussi avec Chiron, en fait, ces points dans nos thèmes, c'est pas là pour nous embêter et pour venir nous mettre des épines dans le pied. Et puis voilà, basta cosy, tu te débrouilles avec ça tout au long de ta vie. Si tu peux, en fait, ça peut être ça si en fait tu refuses de venir faire un travail dessus. Ça sera douloureux tout le temps, tu auras des réactions dont tu ne vas pas forcément être fier tout le temps, alors qu'en fait, si tu viens faire ce travail, tu vas pouvoir mettre tout ça à profit et finalement être super fier de ce que tu vas venir développer, comment tu vas venir te construire. Donc il y a deux mécanismes avec Lilith. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que c'est extrême et qu'on peut partir d'un côté ou d'un autre. Et je dis pas qu'en fait on est tout le temps soit dans l'un soit dans l'autre. En réalité, on peut avoir des moments de notre vie où en fait il y a des points de bascule. Ça va dépendre en fait de la situation, ça va dépendre aussi de la personnalité, du reste du thème astral, bref, de pas mal de choses. Il y a une manière où en fait on va être dans une espèce d'attraction-répulsion. C'est-à-dire que ce que Lilith représente, c'est quelque chose qui à la fois nous attire et à la fois nous répulse. C'est comme si on pouvait pas s'en empêcher, en même temps on se dégoûte d'agir comme ça. Voilà, donc une espèce de réaction instinctive qui vient vraiment du plus profond de notre être. On peut pas s'en empêcher et pourtant, franchement, quand on se comporte comme ça, on se fait honte, c'est horrible, etc. Et donc on va un peu osciller entre j'y vais, je rejette, j'y vais, je rejette. Enfin, c'est vraiment, c'est pas évident d'être de ce côté-là de l'extrême. Et de l'autre côté du spectre, on a le côté contrephobique, c'est-à-dire qu'en fait, on va foncer dans cette énergie-là, tête baissée. Je sais pas si vous savez ce que c'est le contrephobique. Ça va être par exemple, moi j'ai la phobie des aiguilles. Et ben en fait, c'est pour te convaincre que tu n'as pas cette phobie-là, tu vas pas arrêter d'aller te faire des piqûres. Tu vas limite te piquer toi-même. Enfin, je sais pas si c'est un bon exemple, mais enfin vraiment, tu vas sauter les deux pieds dedans en te convainquant que c'est pas un problème, sauf qu'en fait, tu vas partir de l'autre côté. Tu vas être trop extrême en fait dans ton comportement. Pour prendre un exemple un petit peu plus peut-être parlant, si ta Lilith elle a un rapport avec un tabou autour de la sexualité, tu vas partir dans un extrême où en fait la sexualité elle va être surexposée et limite tu vas en faire une revendication, tu vas être très vindicatif sur le sujet, ce qui peut être complètement ok, mais en fait le truc c'est que ce qu'il faut comprendre avec les extrêmes c'est que c'est jamais bon en fait, il faut trouver un équilibre, voilà. Ou par exemple si ton Lilith il a un rapport avec la colère, et bah t'es dans une espèce de rage permanente et tu n'arrives pas en fait à te libérer, ça te fait plus de mal qu'autre chose in fine d'être dans cette position là. Donc tout le jeu c'est de comprendre qu'il y a effectivement deux mouvements, qu'on peut circuler de l'un à l'autre, mais que dans tous les cas, être dans un extrême, ce n'est pas bon. Il faut trouver un juste milieu parce qu'aucun des deux extrêmes ne permet de se libérer. Donc tout le travail, ça va être de venir conscientiser sa Lilith, voilà, de venir l'accepter, de comprendre qu'en fait, elle fait partie du tableau, elle est là. C'est pas quelque chose qu'il faut essayer de mettre sous le tapis, c'est quelque chose où il faut justement lui redonner sa place et la traiter justement comme cette part de vous qui a quelque chose en fait à libérer et non pas quelque chose à venir enfouir. J'ai toujours eu du mal avec ce mot, enfouir au plus profond de nous. Voilà. Et la dernière étape serait évidemment de venir, du coup, en faisant ce travail, transformer ce qu'on peut appeler l'ombre de la lune noire en quelque chose de profondément lumineux. Je vous le dis tout de suite, c'est pas confortable de faire ce travail-là, mais en même temps, c'est quelque chose qui est profondément libérateur, donc voilà, haut les cœurs. Avant d'entamer du coup le tour des signes, j'aimerais juste apporter aussi une petite dernière précision. Lilith, elle a une dimension hyper liée au karmique, donc l'astrologie karmique, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est vraiment lié au fait que on aurait des vies passées. Notre âme, en fait, elle passe de vie en vie avec un certain karma à venir épurer, travailler pour pouvoir se libérer et avoir, bref, une vie plus libre. Et donc, en fait, on arriverait dans chaque existence avec notre petit fardeau et Lilith ferait partie de ce fardeau sur lequel venir travailler pour pouvoir avancer plus libre. Moi, je ne suis pas une experte de l'astrologie karmique. Je m'intéresse un petit peu au sujet. J'ai lu
La moitié d'un bouquin. Ceux qui m'écoutent souvent savent que j'ai du mal à aller au bout des bouquins, mais en tout cas, c'est un livre qui est passionnant, qui s'appelle Astrologie, Karma et Transformation. Mais surtout, j'ai suivi une conférence sur l'astrologie karmique qui était donnée par Emmanuel Leroy dans le cadre d'une conférence d'Astrobistro. Astrobistro, si vous connaissez pas, allez regarder leur compte Instagram, elles sont vraiment super. Et en fait, elles organisent régulièrement des conférences sur plein de sujets complètement passionnants où elles donnent la parole à des conférenciers qui sont experts de certains sujets. Donc, elles avaient donné la parole à Emmanuel Leroy sur l'astrologie karmique. Vous pouvez retrouver le replay de cette conférence. Je vais vous mettre le lien en fait dans la description de cet épisode, ça sera plus simple. Et je vais du coup m'appuyer un tout petit peu sur cette conférence pour vous donner quelques clés de compréhension. Mais je vais pas plus creuser que ça l'astrologie karmique avec Lilith parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Ok, donc je vais étayer un petit peu l'épisode à partir des connaissances que j'ai eues de cette conférence. Mais si vous voulez creuser, n'hésitez pas à aller regarder la conférence, n'hésitez pas à lire des livres et à vous intéresser aussi du coup au travail d'Emmanuel Leroy. Mais donc voilà, il y a une dimension karmique et comme toujours, il y a aussi une dimension psychologique de c'est pas quelque chose qu'on se trimballe d'une vie passée, mais de quelque chose qu'on a vécu avec un trauma plus ou moins conscient quand on était, au cours de notre existence et donc qu'on se trimballe. Mais donc du coup, pour faire un petit point sur l'angle karmique, Lilith représenterait donc quelque chose qu'on a expérimenté dans une vie passée. Elle symbolise quelque chose qui nous a été retiré de manière ultra violente, quelque chose qui a été coupé net. Et donc on s'incarne dans cette vie avec cette espèce de manque, de mémoire qui nous dit que justement donc ce comportement-là n'est pas bon puisque on nous l'a retiré brutalement contre notre volonté. Donc soit on est dans une croyance limitante dite dépressive, c'est-à-dire qu'en fait on va laisser tomber ce comportement, on se dit c'est pas pour moi, je rejette cette énergie. Soit on va être du coup dans une croyance limitante à l'inverse qui va être dite compulsive. On revient un peu sur ce que je vous disais aussi juste avant, c'est-à-dire qu'on compense et on va être là en mode j'en ferai jamais suffisamment sur ce sujet, sur cette énergie, etc. Donc je compense et j'en fais trop. Mais donc voilà, selon du coup cette dimension karmique, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, on a été puni en fait pour avoir agi ainsi. J'ai une petite story time sur moi, ma Lilith en bélier, avec une histoire autour d'une médium qui m'a parlé d'une vie passée que vous connaissez peut-être parce que j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais j'y referai référence parce que c'est quand même assez... moi, ça m'a... ça m'a scotché. Bref, et en astrologie karmique, mais d'ailleurs aussi en astrologie tout court, Lilith, elle se lie en association avec les nœuds lunaires, puisque le nœud sud représenterait notre vie passée, la chose avec laquelle on est arrivé sur Terre, et dont on doit venir faire un petit peu un espèce de ménage pour garder que le meilleur et aller vers notre nœud nord et continuer notre petite vie. Donc voilà, donc ça se lie en lien avec l'axe des nœuds lunaires, mais ça pareil, je pourrais en reparler aussi peut-être plus profondément dans l'épisode sur les nœuds lunaires. Allez, on va attaquer avec le tour de Lilith dans les différents signes. Donc à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un petit peu ce qui est verrouillé en fait par Lilith, la chose qui a été mise un petit peu sous clé, où on s'est dit ça c'est pas bon, et soit je le rejette, soit j'y vais la tête baissée et c'est pas ouf. Et du coup, à chaque fois, je vous dirai comment on se comporte quand on est dans le rejet, comment on se comporte quand on est dans l'excès. Et je vous dirai un petit mot rapide sur quelle est la blessure qu'on a pu expérimenter, enfin le trauma qu'on a pu expérimenter par rapport à ça, ou quelle est la blessure karmique, quelle aurait pu être l'histoire qu'on a vécue dans une vie passée. Gardez en tête que ce ne sont que des petites clés d'interprétation que je fais dans le cadre de ce podcast pour vous donner des clés de compréhension. Ça ne veut absolument pas dire que vous, c'est votre histoire, parce que en fait, pour analyser correctement Lilith, il faut aller regarder dans le thème sa position en signe, en maison, comprendre les aspects, comprendre l'axe des nœuds. Il faut vraiment regarder la big picture. Sauf que je peux pas le faire dans un épisode de podcast. C'est juste pas possible, en fait, de faire quelque chose de personnalisé dans un podcast, en sachant qu'il y a beaucoup trop de combinaisons qui sont possibles. Donc là, je vous donne des éléments de compréhension. Mais évidemment, si vous voulez creuser, ça se passe en consultation ou ça se passe vous en venant creuser votre thème, etc. Donc voilà. Prenez ce que je propose, avec bien sûr des pincettes, toujours. Encore une fois, je suis une jeune astrologue. J'ai besoin... je sais pourquoi je fais ça. J'allais dire, j'ai besoin de me justifier sur mon niveau. C'est marrant. Ça fera écho à l'histoire que je vous raconterai sur le transit de Lilith que j'ai expérimenté. Voilà, que je garde pour la fin de l'épisode. Comme ça vous donnera des clés de compréhension et... Mais en tout cas, c'est marrant. Bref, tout ça pour dire qu'on va se lancer et c'est parti. Et bien sûr, gardez en tête, encore une fois, que c'est jamais 100% dans l'excès, c'est jamais 100% dans le rejet. On alterne entre les deux, voilà. Et ne vous jugez pas. Voilà. Regardez sa Lilith en face, c'est pas agréable. Je l'ai déjà dit. Si vous sentez que ça vient générer de la honte, c'est qu'on est en plein dedans sur la Lilith. Donc, au lieu de
d'en avoir honte et de la rejeter, donnez-vous un petit peu d'amour et dites-vous que c'est bien de regarder ça en face. Donc on va commencer avec Lilith en bélier. C'est une Lilith que je connais bien, puisque c'est la mienne. Donc, la honte en fait de cette Lilith, enfin la chose qui a été verrouillée, ça serait la colère. Ça serait son instinct, en fait, ça serait vraiment cet instinct de fonceuse, de pionnière, de je me bats, j'y vais, parce que l'archétype en fait du bélier, c'est le guerrier. Donc la guerrière, en l'occurrence, si on parle de Lilith au féminin, il y a quelque chose d'assez égocentrique avec le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est lui qui initie, c'est lui qui dirige, c'est lui qui tire la roue. Et en fait, la blessure avec cette Lilith, ça va être le côté où en fait on t'a verrouillé cette espèce d'instinct de venir prendre ta place, l'idée, et exprimer aussi déjà ton côté instinctif, sauvage, primaire, et donc la colère. Le signe du bélier étant relié à Mars, hein, donc Mars, le dieu de la guerre. Et donc en fait, quand on va être dans l'excès avec ça, eh ben, on va avoir un côté assez colérique, une espèce de colère dévorante en nous. On comprend pas pourquoi c'est comme ça, mais on peut passer de 0 à 100 en une seconde. Alors déjà que moi je me tape la lune en bélier, mais en plus j'ai Lilith qui est juste à côté, j'ai un problème. Alors j'ai travaillé dessus, maintenant ça va beaucoup mieux. Effectivement, je m'énerve assez rapidement quand dans certaines situations je peux monter en pression assez vite, mais surtout moi la manière dont ça s'est maintenant, ouais, effectivement, comme je le disais dans la FAQ ce matin, il y a quelqu'un qui me demandait comment c'était mon adolescence. J'étais là, genre, dude, quelqu'un de très en colère, quelqu'un avec une colère pour des choses que j'avais expérimentées dans ma vie, où j'étais là en mode c'est pas juste, vraiment c'est pas juste, et on me demandait globalement en fait de faire avec. Fais avec, t'as pas le droit d'être en colère, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bah non en fait. Dites ça à Lilith, elle est là en mode ah ouais, j'ai pas le droit d'être en colère, bah je vais être encore plus en colère. Et vous allez pas comprendre pourquoi je suis autant en colère, parce que en fait ça va prendre des dimensions qui sont exponentielles. Bref, donc il y a un côté dans l'excès où on va se recentrer sur nous, être très auto-centré, très dans le j'ai besoin de personne, je me fais toute seule, voilà, je suis avec ma colère toute seule et je rejette les autres. Alors que dans la part de rejet, eh ben, on va se sentir en incapacité en fait de prendre un leadership, de venir se faire seul. On va avoir un rejet de la colère ultra important qui fait qu'on n'arrive même pas à venir se mettre en colère, avoir peur de tous ces émotions un petit peu négatives. On veut pas passer pour un égoïste, on veut pas passer pour quelqu'un de colérique, etc. Donc on va enfouir toutes ces choses et on va être vraiment dans une notion de je prends pas ma place quoi. Je pense trop aux autres, j'ose pas prendre ma place parce que je suis tout le temps en train de me dire que sinon je vais passer pour une égoïste, etc. C'est pas possible. En termes de trauma, ça peut être en lien avec une histoire où vous aurez pas laissé prendre votre place ou fait comprendre qu'en fait vous aviez rien à dire, que c'était comme ça et que c'était pas autrement. Enfin voilà, il peut y avoir cette notion-là. Dans la notion karmique, eh bien ça peut symboliser une mort brutale et violente qui a résulté d'un combat dans lequel en fait on a essayé de s'affirmer, de lutter en fait pour sa position, pour sa vie et en fait on en est mort. Et donc la petite histoire avec la médium, je vous la fais courte. Avant de raconter cette petite histoire qui est un petit peu violente, je te fais juste un petit trigger warning parce que si t'as pas envie d'être confronté à ça, passe de 30 secondes. En fait, elle est venue me dire que j'étais arrivée dans cette vie-là, moi actuellement, très en colère, notamment parce que dans une vie passée, je me suis fait agresser par un homme à tout niveau, ce qui explique aussi pas mal de choses en lien avec mon thème et des problématiques que j'expérimente dans ma vie. Bref. Et en fait, je me suis défendue et en me défendant, du coup, comme je me suis pas laissée faire, il m'a planté un couteau dans la cuisse et je me serais vidé de mon sang et je serais morte. Donc bref, une histoire somme toute réjouissante. Et en fait, moi, ce qui m'a remarqué dans cette histoire, c'est que moi, sur le moment, les vies passées, tout ça, etc., j'étais pas forcément encore totalement mûre pour la réflexion. C'était il y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 2-3 mois. Et en fait, elle m'a dit, t'as une tache sur la jambe qui est une dépigmentation de la peau, qui fait une tache plus claire à l'endroit où tu as cette tache-là. Et ça, en fait, c'est l'endroit où le couteau a été planté. Et j'ai une tache, effectivement, à cet endroit-là. Et il n'y a aucun moyen qu'elle soit au courant. Parce que même moi, je l'avais complètement oubliée, cette tache. Elle était plus marquée quand j'étais plus petite. Avec le temps, etc. Maintenant, elle se voit moins. Donc, je l'avais même oubliée. Donc, à la fin du call, j'ai clairement, baissé mon pantalon. J'ai regardé ma jambe et j'étais là, c'est pas possible. Parce que vraiment, elle m'avait dit quelle jambe, etc. Bref, voilà. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Toujours est-il qu'en fait, on est dans cette incarnation pour venir prendre sa juste place, s'affirmer, ne pas avoir peur de s'affirmer, mais le faire sans être dans la colère, la revendication, l'égocentrisme, etc. Ensuite, on a Lilith en taureau. Donc là, c'est vraiment le rapport aux possessions, à la valeur, à l'argent qui a été blessé. Et aussi à tout ce que symbolise le taureau autour de la sensualité, le fait de se faire plaisir,
plaisir, d'être connecté aux 5 sens. Donc ici, l'excès, ça va être de faire une obsession sur l'argent, d'avoir une mentalité de manque, j'ai jamais assez, il me faut plus, une sorte de besoin de posséder des choses à outrance pour se sentir quelque part valorisable, valorisé, sauf qu'en fait, c'est jamais suffisant. Et sur l'aspect de la sensualité, ça va être une sensualité démesurée où on va faire beaucoup d'excès, par exemple sur la nourriture, en rapport avec le sexe, donc une libido assez débordante, qui encore une fois, je juge pas, il n'y a pas de tabou autour de l'argent, autour de la sexualité, autour le fait de se faire plaisir. C'est juste qu'en fait, quand on est trop dans l'excès, il faut revenir un tout petit peu plus au centre, continuer à se faire plaisir, ne pas avoir honte de se faire plaisir, justement, mais voilà, venir le faire sans que ça soit une addiction. Et à l'inverse, du coup, dans le rejet, justement, on va avoir cette croyance que l'argent c'est mal, c'est pas pour nous. On va avoir peut-être, je sais pas moi, un mépris des riches. On va croire que se faire plaisir c'est pas bien, donc en fait, on va être dans une espèce de restriction. Ça peut donner des problématiques autour de l'alimentation où on n'arrive pas à se faire plaisir, donc tout simplement, ça peut amener à des TCA par exemple, ou un rejet de la sexualité. Voilà. Donc ça peut venir d'une famille, par exemple, où on nous a fait comprendre que je sais pas, par exemple, on a grandi dans une famille où il y a eu un contexte financier qui était assez marquant, soit parce qu'on était super riche, soit parce qu'on était au contraire assez pauvre, mais que dans tous les cas, il y a eu une situation. Ou alors une famille où on nous a fait comprendre que se faire plaisir, c'était pas bien, la sexualité, c'était pas bien, une sorte de honte de la sensualité. Et dans une vie passée, ça aurait pu être du coup qu'on a été coupé justement de nos possessions, de tout ce qu'on avait en termes de ressources matérielles, ou alors du coup, on a été puni en fait pour avoir embrassé notre sensualité. Lilith en Gémeaux, bien là, le verrou, ça va être autour de la communication. Hein. C'est la parole qui, ici, est remise en cause. Ta manière de penser, ta manière de communiquer ou la fratrie. En excès, ça va donner quelque chose où on a absolument besoin de se faire entendre. On va vouloir utiliser la parole à outrance pour transmettre nos idées, pas forcément toujours de la bonne manière. On peut retrouver ici, par exemple, des gens qui peuvent pas s'empêcher de raconter des choses, des gossips, etc. Ou alors d'avoir une espèce d'excès il me faut plus de savoir, plus d'informations pour que je puisse venir combler peut-être un sentiment ce n'est pas suffisant, je ne sais pas suffisamment de choses, je remets en question mon intelligence. Ou alors, du coup, on est dans le rejet, incapacité à s'exprimer, la gorge complètement éteinte. Vraiment une notion de je ne suis pas intelligent et ça ne vaut pas la peine que j'essaye de l'être, donc je rejette tout le fait d'apprendre, d'enrichir mes connaissances, etc. En gros, globalement, je me tais, je me mets dans mon coin et je ne fais plus rien. Ou on peut être du coup dans le rejet de la fratrie aussi pour diverses raisons. Le traumatype, ça serait une enfance où on nous a fait comprendre que je posais trop de questions, on nous a dit de nous taire, on nous a fait comprendre que en fait, on était peut-être trop curieux. Et dans une vie passée, ça donne quelque chose où effectivement la parole nous a condamnés. Donc par exemple, on a transmis une information, fallait pas, on s'est fait couper la langue, ou tout simplement on s'est fait exécuter pour nos idées. Donc on est dans une vie où on se dit ok, vaut mieux peut-être que je la ferme. Voilà. Lilith en Cancer ensuite, du coup ça va être tout un espèce de verrou autour du monde émotionnel, de la vulnérabilité, du rapport à l'enfance et aussi à la maternité. En excès, on va être dans une émotion du coup excessive, donc vraiment une hypersensibilité où tout nous touche, nous transperce, c'est vraiment très intense. On peut retrouver ici le fait de manipuler ou d'être manipulé émotionnellement parlant. Une grande dépendance affective où on peut pas s'empêcher du coup d'être en lien avec les autres. Une obsession pour avoir les enfants par exemple. Vraiment obsession pour avoir les enfants. Ou le rejet. Vraiment être dans un truc de je me coupe de mes émotions parce que on m'a dit que c'était pas bien. Je veux pas du coup observer mon monde intérieur. Je veux pas d'enfants. Je veux pas de lien affectif. J'ai peur en fait d'être abandonnée. Il peut y avoir aussi cette blessure là. Donc en fait je m'isole comme ça au moins je peux pas souffrir. Si je ne regarde pas mes émotions si je me coupe de mes émotions et que en gros il y a personne dans ma life, globalement je peux pas souffrir. Donc on peut rien me retirer, donc je ne peux pas souffrir. Ça peut venir d'un problème dans l'enfance effectivement où on a souffert d'un abandon ou on nous a shamé pour notre émotivité aussi. Dans une vie passée, ça a pu donner un problème en lien avec la perte d'un enfant, la perte d'une mère. Quelque chose où on sent qu'on a été coupé de nos racines. En Lion, ce qui va être verrouillé, ça va être la capacité à briller, le fait de venir en fait être incarné, se mettre au centre. Dans l'excès, il va y avoir une obsession d'être reconnu, vu, c'est jamais suffisant, on a l'impression qu'on n'est jamais vu pour notre juste valeur, et donc en fait ça va pousser à une espèce d'arrogance, de surcompensation, de je me mets ultra en avant, je suis dans une espèce de domination
quasi despotique. Faut pas oublier que le lion, c'est le signe de la royauté. Il va y avoir vraiment une obsession aussi de l'image qu'on renvoie, donc de l'apparence, vouloir être vraiment dans une espèce de regardez-moi, le luxe, enfin voilà, je cultive une vie où en fait, idolâtrez-moi, en fait, quelque part. Et dans le rejet, justement, ça va être quelque chose où on va avoir honte, enfin, on va pas vouloir être vu, vraiment horreur de la lumière. On se met totalement en retrait, refus du leadership, refus de gens qui prennent le lead. Enfin, on peut avoir vraiment en horreur, du coup, ces personnes qui osent prendre leur place. Ça nous met vraiment dans un inconfort parce que nous, on ne s'autorise pas, en fait, à le faire. Alors qu'avec, du coup, cette Lilith, la clé de résolution, c'est quand même de comprendre qu'en fait, il y a des manières de venir prendre sa place de manière tout à fait saine parce que justement, ça va être important de venir être un exemple pour les autres, un leader. Donc voilà, c'est facile de comprendre qu'en fait, dans l'enfance, on a pu nous faire comprendre que... Mais ça peut être des trucs aussi, vraiment, parfois, c'est pas forcément des trucs de ouf, hein, n'allez pas chercher des traumatismes affreux. Moi, une Lilith en lion, ça me fait penser un petit peu, vous savez, quand on est enfant, surtout généralement, enfin, je veux pas genrer du tout, mais bon, moi, je me base sur mon expérience. Mon frère faisait pas ça, mais moi, je le faisais. On faisait des spectacles avec mes copines, avec ma cousine, etc. Enfin, on organisait des spectacles. On se mettait vachement en avance. D'ailleurs, j'ai un souvenir là qui vient de me remonter, qui génère de la honte. C'est marrant, je l'avais pas conscientisé. Bah, je vais vous le raconter pour le fun. Donc, quand on était petite, je crois que c'était avec ma cousine, on faisait des spectacles de danse, etc. Bref, chose assez classique chez un enfant. Et en fait, je pense que je sais pas d'où on était allé chercher cette idée-là, mais on avait mis plein de déguisements sur nous et petit à petit, en fait, on en retirait les déguisements. Bon, ça s'apparente à un striptease. Donc, au bout d'un moment, les adultes nous ont dit non, non, mais faut pas faire ça, c'est pas bien, etc. Donc, voilà, sentiment de honte, je me suis exposée, j'ai fait un spectacle et en fait, on m'a fait sentir que c'était pas une bonne chose. Bon, bah, du coup, je vais plus jamais vouloir me mettre sur le devant de la scène. Voilà. Parfois, c'est vraiment des choses aussi bateaux que ça. Dans une vie passée, par contre, ça peut être, ben, on nous a coupé littéralement de notre manière de briller. Par exemple, ça peut être une chute publique, un déshonneur, ou carrément on était dans une position de pouvoir et on a été destitué. Lilith en Vierge ensuite, eh bien, c'est le rapport au perfectionnisme, au corps, à la santé. Enfin, il y a vraiment quelque chose autour de comment on prend soin de nous, de notre corps, de notre quotidien et du rapport effectivement à la pureté. Donc en excès, on va être dans une forme de rigidité, de tout doit être absolument contrôlé, maîtrisé dans le quotidien, dans ce qu'on produit, dans les autres, etc. Enfin voilà, il n'y a rien qui dépasse. Ça peut amener à être maniaque, par exemple. C'est des gens qui peuvent avoir des espèces de troubles obsessionnels compulsifs. Par exemple, se laver souvent les mains pour être tout le temps propre. Il faut bien que tout soit rangé, etc. Tout soit en ordre. On peut aussi avoir des attentes surdimensionnées par rapport à nous, enfin se mettre une exigence de ce qu'on doit accomplir, comment ça doit être accompli, etc. énorme, mais aussi l'appliquer aux autres. On peut retrouver ici aussi du coup les gens qui sont, comment on dit ? J'ai plus le mot, mais vous savez, quand on est un peu parano et qu'on croit dès qu'on a un symptôme, en fait, c'est qu'on a une maladie, bah ça, c'est très Lilith en Vierge. Pas que, hein, bien sûr, mais ça peut. Du coup, quand on est dans le rejet, on va être dans une forme de laisser-aller complet, quoi. Donc, on va vraiment pas avoir un quotidien cadré. On va se laisser porter, on va avoir aucune exigence envers nous-mêmes, mais c'est pas en fait qu'on a vraiment pas d'exigence, c'est juste qu'en fait on a peur de décevoir, donc en fait on va se dire bon bah moi j'en fais, moi je peux décevoir, donc je ne fais rien, je me laisse aller, je me laisse porter. Et une négligence aussi envers sa santé. Donc Lilith en Vierge, je crois que je commence à avoir une migraine ophtalmique. J'ai souvent ça en ce moment. Mon corps me parle, mais je sais pas ce qu'il me dit. Bref, je vais continuer, puis on va avancer comme ça. Au niveau du karma, sur celle-là, j'avoue que je sais moins. La chose qui me vient, ça serait peut-être d'avoir eu un problème de santé, mourir d'une maladie subitement parce qu'on n'a pas pu prendre soin de nous. Enfin voilà. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce que là, j'avoue que j'ai un petit trou. Ok, je vais peut-être prendre un Doliprane. Voilà, désolée pour l'interruption. Je sais pas si vous savez ce que c'est des migraines ophtalmiques, mais en gros, c'est des choses où en fait ça commence à faire des petits flashs devant les yeux. Prends pas très vite un Doliprane, ça se transforme en une migraine genre affreuse où il faut se mettre dans son lit dans le noir et attendre que ça passe et il y a rien à faire. Je suis un peu sujette à ça à certaines périodes. Généralement, c'est mon corps qui essaye de me dire quelque chose. J'avoue, j'ai du mal à comprendre parce que ça peut être lié au stress, à la fatigue, il y a pas mal de choses. Là, la dernière fois que ça m'a fait ça, c'était jeudi dernier et j'en ai eu 3 depuis. Pourtant, j'ai l'impression que ça va dans ma vie.
Bref, pour la petite anecdote, la dernière fois que j'avais une crise de migraine ophtalmologique, c'est que j'étais dans un processus de recrutement pour un taf où il fallait pas que je l'aie parce que je pense que ça aurait pas été bon pour moi et c'était pas aligné avec ce que je voulais faire, mais j'ai été dans le process de recrutement jusqu'à la finale et en fait, j'ai pas été prise et mes migraines se sont arrêtées par la suite. Bref, je suis complètement en train de m'égarer. Tout ça pour dire que sur la Vierge, le temps de prendre mon Doliprane, j'étais en train de réfléchir, ça me fait penser aussi un petit peu Lilith en Vierge, ça pourrait être des gens qui ont un peu le syndrome de Diogène, vous voyez, qui vraiment se laissent complètement. Bah, c'est vraiment, on est dans un extrême. Hein, donc je dis pas que tous les gens qui ont Lilith en Vierge sont à un point là, mais si on devait prendre deux extrêmes, il y a ceux qui ont des tocs et de l'autre côté, il y a ceux qui sont complètement dans un laisser-aller dans leur appartement. Voilà. Lilith en Balance, eh bien là, c'est le rapport à l'autre qui a été du coup souillé, je dirais. Alors, le rapport à l'autre au sens le couple, les relations, la confiance, etc. La Balance, il y a aussi le rapport à la justice, à la paix et à l'image, à la beauté. Donc, on va être vraiment dans une notion de, en excès, l'obsession du couple. On ne peut pas s'empêcher de vouloir être en relation. Il faut absolument, enfin, on est dans une dépendance affective, il faut absolument qu'on soit avec quelqu'un. On a peur d'être seul, on se sent vide quand on est seul. Et du coup, on va potentiellement rester dans des relations qui ne nous conviennent pas juste pour ne pas être seul. En termes d'image, ça peut être aussi une obsession pour le fait d'être aimé. On veut absolument être aimé, donc on va tout faire en sorte pour être aimé, etc. Quitte à être dans un genre de masque social, de superficialité, de ne pas se montrer réellement tel qu'on est, parce qu'on veut tellement être aimé qu'on préfère montrer cette image-là. Dans le rejet, ça va être l'inverse, hein, donc on va être en rejet total de la question du couple. C'est pas possible d'être en couple, on va être dans une espèce d'indépendance. Je me gère seule. Laissez-moi, foutez-moi la paix. Et il va y avoir un espèce de... vu que la balance est beaucoup en lien avec l'ordre, ce qui se fait pas, voilà, etc. Là, on va clairement, en fait, se mettre dans une notion de je fais tout pour être rejeté, en fait, quelque part. Je ne veux pas me conformer aux normes, je ne veux pas être dans votre réglementation sociétale, je dirais. Et donc, on va faire en sorte de ne pas être conforme. Dans une vie passée, ce qui aurait pu se passer, c'est la trahison, d'être dans une relation et l'autre, en fait, nous trahit, nous trompe, nous quitte, que sais-je, nous abandonne, en tout cas. Et donc, on se dit, ok, ça fait trop mal, c'est pas pour moi, la relation s'est subitement arrêtée, j'en ai trop souffert, je préfère rester seule. Ou alors, on a perdu l'être cher, l'être aimé, et en fait, on en a tellement souffert, on s'est dit qu'on ne pouvait pas vivre seul, que du coup, on va partir dans l'autre sens. Lilith en Scorpion, alors là, Lilith, elle est un peu à domicile, hein, puisque le Scorpion a trait à tout ce qui va être notion de domination, sexualité. Elle est à domicile, à la maison, et du coup, ça donne une blessure qui peut être assez challengeante également. Donc ici, ce qui va être shamé, c'est justement le rapport au pouvoir, la sexualité, tout ce qui va être en lien avec les tabous, donc l'argent, l'occulte, la sexualité. Ici, en excès, soit on va être dans une espèce de besoin de contrôle personne ne me dominera et j'ai besoin de contrôler toute situation pour me sentir parce que j'ai peur de la trahison. Soit on va du coup aussi être dans une libido dévorante qui dans une sorte de compulsion. En rejet, ça va être justement le fait de rejeter toutes ces thématiques-là, d'avoir honte des notions dites tabous. En fait, Lilith en Scorpion, elle est vraiment deep, elle est vraiment profonde. Donc c'est soit en fait on va plonger dans ses profondeurs corps et âme, soit on va être dans un rejet justement de toutes ces notions-là. Donc on va avoir honte de la sexualité, le rapport à l'occulte, enfin toutes ces choses un petit peu dites tabous vont être mises sous le tapis. Si on prend du coup le prisme du sexe, ça peut être une famille où on nous a fait comprendre que la sexualité c'était mal. Et dans le karma, soit on a pu justement expérimenter une vie où le sexe était au centre et en fait on a été puni pour ça. On a pu aussi vivre une trahison, quelque chose qui fait qu'on est dans une espèce de surcontrôle on veut plus jamais expérimenter la perte de contrôle. C'est terrible parce que ma migraine elle est en train de s'augmenter et en plus j'ai les voisins qui ont commencé à remettre la perceuse. Mais en fait, je suis quasiment à la fin de l'épisode, donc je vais le terminer. Voilà, c'est les aléas du direct. Je pourrais mettre sur pause et y revenir plus tard, mais en fait, j'ai d'autres trucs qui m'attendent dans la journée. Et surtout, j'ai peur de faire des espèces de bugs. Bref, donc je vais aller au bout et ça va le faire. Mais je suis désolée si du coup, ma prestation est peut-être un petit peu moins à la hauteur que... à la hauteur, de ce que je peux faire d'habitude. Lilith en Sagittaire, je dirais que c'est une Lilith qui va poser la question de la liberté et du statut social. Avec le Sagittaire, on est dans le rapport à l'élévation, aux croyances, à la quête de vérité, à la quête de sens, à l'exploration du monde pour trouver sa propre vérité, sa propre compréhension, etc. En excès, du coup, ça va donner des personnes qui croient détenir la vérité. Et donc, c'est pareil, ça peut amener une certaine arrogance, une certaine fermeture. On s'enferme dans
sa propre vision, dans son propre système de pensée, en pensant que c'est celui-ci qui est le bon et c'est tout. Il peut y avoir aussi une obsession pour la liberté, donc chercher à tout prix à être libre dans ses mouvements et aussi dans sa pensée. En excès aussi, vu que le Sagittaire est lié au voyage, il peut y avoir une espèce de besoin de voyager à tout prix, de vouloir être absolument à l'étranger. Et du coup, on peut se demander aussi qu'est-ce que tu essayes de fuir finalement là-dedans. En rejet, c'est l'inverse. Ça va être le fait de rejeter toutes les croyances, tous les systèmes de croyances. Ça va être le fait de rejeter tout ce qui va être différent, de rejeter l'étranger. Donc ça peut mener aussi à une forme peut-être de racisme. On va avoir peur du voyage, on va avoir un rejet de la spiritualité. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui va nous mettre en horreur. On veut pas en fait ouvrir son champ de vision. Un traumatisme, ça pourrait être venu par exemple d'une famille où la religion avait une place beaucoup trop importante. On a essayé de nous dicter une vision de c'est comme ça, c'est pas autrement, il faut croire en ci, en ça et suivre tel précepte. Et en fait, ça, on a fait un rejet. Ou alors, au contraire, venir d'une famille qui rejetait complètement la religion et à tel point qu'on s'est dit, oh, je vais aller quand même regarder finalement si ça me parle pas. Et en fait, on met les deux pieds dedans et on finit par suivre un gourou et puis on se fait complètement endoctriner. Enfin, ça, c'est le côté, c'est l'extrême. Encore une fois, je parle de position extrême. C'est pas forcément votre cas si vous avez Lilith en Sagittaire. Et en karma, ça pourrait donner quelqu'un qui a été exilé pour ses convictions ou persécuté pour ses idées, pour le fait de venir prêcher en fait une ouverture, ce genre de choses. On arrive sur Lilith en Capricorne qui du coup est le rapport à l'autorité et aussi à l'ambition et aux responsabilités. Donc en excès, on va être sur quelqu'un qui va avoir une obsession de la réussite. Je dois à tout prix m'accomplir, il faut que j'atteigne tel statut. J'ai ma carrière, je vais écraser tout le monde pour arriver à accomplir mes objectifs. Donc soit ça, soit quelque chose où on va être très autoritaire, on va être très dur avec soi mais aussi avec les autres, une très très grande exigence. Et le fait de aussi se dire c'est moi qui dois prendre les responsabilités, je prends les responsabilités, je les prends beaucoup trop au sérieux, enfin je m'impose en fait quelque part c'est moi qui dois m'occuper de tout. En rejet, ça va donner des personnes qui, au contraire, sont persuadées qu'ils n'arriveront pas à réussir dans la vie. Donc, pourquoi tenter? Ça ne sert à rien. Ça va être que des échecs et on va souffrir. Donc, je préfère, en fait, me laisser aller, ne pas tenter quoi que ce soit pour m'accomplir. Ça va être un rejet très fort aussi de l'autorité dans le sens où ça nous fait peur. On va vraiment fuir les figures d'autorité. Et on va fuir aussi toute forme de responsabilité. Donc, globalement, on revient sur cette notion de laisser aller, non, en fait, moi, je ne peux rien porter. Donc, je me laisse, en fait, totalement recroqueviller. En traumatype, on pourrait retrouver une figure d'autorité dans l'enfance qui nous a traumatisé, concrètement. On a souffert d'un moment d'abus d'autorité. Quelqu'un a pris le dessus sur nous et on n'a pas kiffé, quoi, pour le dire comme ça. Ou alors, ça peut être aussi une figure d'autorité dans la famille qui nous a dit tu dois faire telle carrière, c'est comme ça et pas autrement, etc. Et qui, du coup, a planté une graine de il faut absolument que je m'accomplisse. Ou venir d'une famille où, voilà, on nous a fait comprendre qu'il fallait s'accomplir à tout prix pour X ou Y raison, quoi. Et en karma, c'est un peu comme le lion, je pense, mais avec moins peut-être une dimension de pouvoir, mais il y a une chute de statut social, quoi, une dépossession de la fonction sociale, une chute de statut. On passe à du coup Lilith en Verseau, donc ici on est vraiment dans le rapport au groupe, à la liberté, la marginalité et l'appartenance en fait au collectif. En excès, ça va donner une Lilith où on va être en rejet des groupes, on va être dans une surmarginalité, on veut absolument pas s'intégrer, on veut vraiment ne pas avoir les contraintes du collectif, on va vivre un petit peu quelque part en ermite en fait, tout simplement. On va s'exiler du collectif, de la société, etc. En rejet, ça va être vraiment justement le fait de ne pas vouloir être marginalisé, donc on va vouloir à tout prix se fondre dans la masse et justement venir en fait se fondre à tel point qu'on en perd son identité. Voilà, c'est soit en fait on est en marge, soit on est trop à l'intérieur, mais en tout cas il n'y a pas de juste milieu. Un trauma typique par exemple de ce placement-là, ça va être le fait d'avoir été harcelé ou marginalisé quand on était enfant. Ça peut donner le truc de je veux plus jamais revivre ça, donc je vais me conformer et je vais rentrer dans le groupe, quitte à en fait gommer mon identité juste pour pas donner de raison aux autres de me rejeter. Ou alors justement les autres sont horribles. J'ai pas envie de faire partie de cette société-là et donc je préfère me mettre en retrait. Et dans une vie passée, ça peut être par exemple on fait partie d'une communauté et tout d'un coup on en est exclu. Donc on connaît la marginalité imposée. Et enfin on arrive à Lilith en Poisson. Donc Lilith en Poisson, ici, ce qui va être mis en fait au centre, c'est donc déjà tout le rapport à la sensibilité, mais aussi à la notion de spiritualité, de don de soi, de compassion et de sacrifice. Comme tout ce qui a trait avec le poisson, c'est toujours très intense, très deep et très difficile aussi à conscientiser. En excès, ça va donner des personnes qui vont avoir une hypersensibilité exacerbée, qui vont vouloir absolument être dans le don, la compassion, mais à tel point qu'en fait, ils se retrouvent dans des situations où en fait, ils se sacrifient totalement.
ils donnent beaucoup trop aux autres, ils ressentent ce que les autres ressentent, donc enfin, ils sont dans une espèce de noyé, enfin, ils se noient en fait complètement. Enfin bref, un syndrome du sauveur, quoi. Si on part dans le côté aussi excès, il peut y avoir, avec le poisson, parfois, en fait, c'est tellement intense qu'on peut pas vouloir expérimenter tout ça. Donc en fait, on va partir de l'autre côté. C'est pas le rejet ici, mais c'est en fait le fait de se dire ce monde est trop dur pour moi et j'ai besoin de fuir. Donc excès dans les drogues, les addictions, enfin tout ce qui permet en fait de fuir la réalité, ou obsession pour la spiritualité. Et là, c'est pareil, il peut y avoir une notion comme avec le Sagittaire, je trouve, de venir suivre les mauvaises personnes avec une certaine naïveté. Dans le rejet, eh ben, en fait, c'est des gens qui vont totalement tout couper. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, ils vont rejeter l'énergie du poisson et ils vont croire en rien. La spiritualité, ça dégage. La compassion, ça dégage. Les émotions, ça dégage. Vraiment, on ne veut rien ressentir. On se coupe de tout, en fait. Alors que le poisson, normalement, est connecté à tout. Là, pour le coup, on se coupe de tout. On se met dans une espèce de bulle et on se met limite en retrait, en exil. On ne veut pas être au contact, en fait, de tout ce qui pourrait venir titiller tout ce qu'on a mis dans la bulle, quoi. Donc, on va être vraiment dans le rejet. Une blessure dans l'enfance, ça va être de voir que la vie, enfin d'expérimenter une épreuve qui va nous faire comprendre que bah oui, la vie est vraiment peut être vraiment très cruelle, vivre des choses qui vont être trop difficiles pour un enfant et où en fait du coup on va se dire waouh, ça a l'air horrible. On a pu avoir aussi des images de parents qui se sont sacrifiés toute leur vie, donc en fait nous on se dit ok, moi aussi je vais me sacrifier toute ma vie. Ou alors le rejet, non en fait j'ai justement vu mes parents se sacrifier et donc moi je ne referai pas la même erreur, mais donc du coup je vais le couper court à tout pour être sûr de vraiment pas aller me sacrifier. Et dans le karma, ça peut être quelque chose où on est mort par sacrifice, on a tellement donné de soi qu'en fait on est mort pour l'autre, en fait, enfin pour quelque chose de grand. Voilà, ce don de soi nous a coûté la vie. Voilà, on a fait le tour des 12 signes du zodiaque. Ensuite du coup l'idée c'est de venir regarder où cette blessure se joue dans votre thème, donc de regarder dans quelle maison elle se trouve. Je vais vraiment faire un tour rapide ici des maisons parce que je vois que ça fait déjà 1h30 que j'enregistre et je commence à vraiment sincèrement ne plus voir avec mes yeux. C'est vraiment l'enregistrement le plus chaotique depuis le début de la création de ce podcast. Pour petit rappel, hein, bien sûr, j'ai un épisode sur les maisons donc, que vous pouvez aller creuser. Mais la maison 1, c'est la maison de l'identité, du corps, de l'image de soi. La maison 2, c'est la maison de l'argent, des possessions, des talents personnels. La maison 3, c'est la maison de comment on communique, comment on réfléchit et de nos proches tels que la fratrie, cousins, les cousines, les amis vraiment très proches. Ça peut parler aussi de la période de l'enfance au sens de l'école primaire, donc dans l'éducation, le moment de l'école primaire. La maison 4 parle des racines transgénérationnelles de notre famille dans laquelle on a grandi et du foyer. La maison 5, c'est la maison de l'expression personnelle, de la créativité, des plaisirs, de la romance et des enfants. Enfin, de tout ce qu'on va pouvoir créer pour s'étendre, étendre notre, notre nous. La maison 6, c'est la maison des routines, du quotidien, de la santé, donc de notre rapport aussi à notre corps par rapport à la santé. La maison 7, c'est la maison de la relation aux autres, dans le sens toutes les relations importantes de votre vie, qu'elles soient amoureuses, amicales, au travail, etc. En maison 8, on retrouve la sexualité, le lien à la mort, les choses qui n'ont pas été digérées par la famille dans le transgénérationnel. C'est une maison qui parle de transformation et de venir faire face à nos propres ombres. Et aussi les ressources partagées, donc on trouve ici l'argent des autres, les héritages, l'argent des autres. Voilà. En maison 9, on va retrouver tout ce qui a trait à l'expansion de soi, donc l'ouverture, tout ce qui nous permet de nous ouvrir au monde et de globalement grandir, donc la philosophie, la spiritualité, les voyages, les grandes études, à l'inverse de la maison 3 qui en face parle de l'école primaire. La maison 10, c'est la maison de la carrière, de la réputation, de ce pourquoi on a envie d'être reconnu. En maison 11, on retrouve le rapport au collectif, les amis, la notion de groupe, de communauté, la reconnaissance aussi par ses pairs. On retrouve aussi le rapport aux réseaux sociaux, donc tout ce qui a trait au fait d'être exposé aux yeux de communauté et des autres. Et en maison 12, on retrouve tout ce qui va toucher au domaine de l'inconscient, de la solitude, des grandes épreuves de vie, de l'isolement et de la spiritualité. Voilà. Donc vous pouvez déjà faire vos recherches sur ce que pourrait symboliser votre Lilith en signe, regardez en maison quel est son terrain d'expérimentation. Et du coup, je vous raconte juste pour terminer, moi, ce que j'ai expérimenté avec Lilith et là où je trouve que c'est assez intéressant. En fait, Lilith, elle était en Scorpion en automne dernier. Moi, en Scorpion, j'ai beaucoup de planètes et dont j'ai une triple conjonction. J'ai Mercure, Mars et Pluton qui sont vraiment collés, toutes les trois en Scorpion. Et en fait, en octobre, il me semble, Lilith, elle est passée une première fois dessus. Elle est venue se mettre sur ce petit trio. Et Lilith, en fait, là où elle se positionne, ça peut venir vraiment mettre un espèce de spot sur
tout ce qu'on a enfoui en nous et qu'on n'a pas forcément envie de venir regarder, comme je le disais, et ça peut être vraiment une source d'angoisse. À cette période-là, moi, j'avais pas encore conscientisé que c'était la faute de Lilith. C'est en parlant avec une copine astrologue qui m'a dit: «Mais meuf, t'as vu ton thème, regarde où est Lilith en ce moment». Mais en fait, c'est une période où j'ai commencé à être ultra angoissée parce que je remettais en question mes connaissances d'astrologue. Il faut savoir que voilà, j'ai Mercure qui fait partie du lot, donc c'est comment je réfléchis, comment j'analyse, comment je communique, tout simplement comment je crée mes analyses de thèmes et ensuite même comment je crée toute ma création de contenu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, tout ça, etc. Puisqu'on est dans la maison 5 qui est la maison notamment de la créativité. Tout ce beau monde, il faut savoir qu'il est au carré de Saturne, donc c'est un de mes challenges depuis toujours de prendre confiance quand même dans mes capacités de réflexion, de communication, blablabli, blablabla, tout ça. Et donc Lilith, elle est venue se positionner là et elle est venue un peu me trigger en mode on va te rajouter une espèce de dose d'angoisse de tout d'un coup, j'ai eu l'impression que j'étais clairement, je vais pas dire le mot, voilà, mais enfin que j'étais nulle, quoi, tout simplement. Et en fait, à un tel point où ça m'a tellement angoissée que j'ai tout d'un coup, j'arrivais plus à lire un thème astral. Voilà, c'était plus possible. Ça s'est coupé, j'arrivais plus à comprendre le thème astral. Je m'étais tellement convaincue que j'étais pas une bonne astrologue que j'y arrivais plus. J'ai fait une saturation, je pense. Aussi, c'était une période où en fait j'avais pris beaucoup de clients. J'en avais beaucoup, 2 consultations par jour, tous les jours, etc. C'est la rançon du succès. Il faut savoir que entre temps, Jupiter, lui, il faisait son boulot dans ma maison 1, en trigone à mon milieu du ciel. Donc en fait, mes réseaux sociaux étaient en train d'exploser, littéralement. Donc j'avais de plus en plus de consultations, mais je me sentais de plus en plus mal parce que, en fait, moi, ma Lilith, elle est en Bélier en maison 10, la reconnaissance par le monde, etc. Et donc aujourd'hui, en fait, je me retrouve à être quelqu'un qui est un peu connu, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Et ma Lilith en Bélier, elle était un peu là en mode genre, meuf, t'es en train de prendre une place là où en fait c'est super. Alors à la fois t'as l'ego de ah trop bien, j'ai de la reconnaissance, si, trop bien. Sauf qu'en fait moi derrière Lilith elle est venue me dire hé regarde, genre il y a tous ces gens qui sont en admiration devant ton travail et qui pensent que t'es une super astrologue alors qu'en fait t'es une fraude. Et donc ça appuie un petit peu sur est-ce que voilà t'es vraiment légitime, enfin bon, bref plein de questions comme ça où en fait il y a des notions de, enfin j'ai eu honte en fait. Voilà, j'ai eu honte parce que j'avais l'impression que c'était pas mérité, que c'est un peu ça qu'elle est venue me faire ressentir. Donc ça a été horrible comme période. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre moins de consultations, de réorganiser mon quotidien et de venir me former, prendre plus de temps pour pour faire mes analyses d'une manière où j'étais plus ok avec la manière dont je le faisais, etc. Parallèlement à ça, j'avais des super retours sur mes consultations, hein, mais c'était inexplicable comme sensation. Et donc bref, j'ai traversé cette petite période de doute qui a été assez intense. Lilith ensuite est repartie en Sagittaire et ensuite elle a rétrogradé et elle est revenue se mettre sur ma triple conjonction là durant ces dernières semaines. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, j'ai fait tout un espèce de process de venir me regarder, enfin plein de choses, mes petites blessures, qu'est-ce qui me faisait peur là-dedans. Et en fait, durant cette période, j'ai parallèlement à ça commencé à... Enfin, ça a été un peu plus tardivement, mais bon, tout ça, ça a été un process, à faire des vlogs. Et dans les vlogs, j'expose les coulisses de ce que je fais, de ma vie d'astrologue, quoi. Et donc, je partage mes doutes, je partage mes idées, mes angoisses, les choses par lesquelles je passe, etc. Et donc, j'expose publiquement Lilith en maison 10, mes doutes, mes angoisses, mes hontes. Et ça a été un travail thérapeutique exceptionnel et je l'ai dit d'ailleurs dans les open space, c'est que j'ai dit genre waouh, c'est ouf, en fait c'est un travail hyper introspectif pour moi de venir me filmer dans mon quotidien et de partager ça parce que égotiquement parlant, ma Lilith en Bélier, elle a pas envie d'exposer sur la place publique le fait qu'elle a des doutes, qu'elle a des hontes, etc. parce qu'elle a peur en fait qu'on se dise ah bah ouais effectivement c'est une fraude, bon on va plus aller la consulter. Et en fait ce qui s'est passé, c'est pas du tout ça. Je l'ai exposé, j'ai posté, j'ai eu plein de doutes dans est-ce que je poste ce truc-là, etc. Et finalement, je l'ai fait et ça m'a fait du bien. Et quand Lilith est du coup revenue sur ma triple conjonction, il y avait plus rien. Il y avait plus d'angoisse, il y avait plus de doute. Parce qu'en fait, j'ai pris ma juste place. J'ai accepté de dire, je suis une jeune astrologue, c'est génial le succès que j'ai sur les réseaux sociaux, mais je suis à ma juste place et je pense que en étant authentique, en étant incarnée, en vous partageant aussi la version un petit peu plus privée, etc., je me remets à ma juste place. Et du coup, ma Lilith, dans ces cas-là, enfin c'est mon interprétation, elle est ok avec ça. Elle est ok avec le fait qu'on peut tous avoir des hontes, on peut tous avoir des tabous. Moi, j'ai décidé de faire péter les tabous et de partager ça avec vous. Et c'est ma manière à moi de venir m'apaiser, me guérir. Et voilà. Donc bon, c'est une des interprétations de ma Lilith. Il y en a plein. Comme je le disais, il y a aussi tout le rapport à la colère, etc. En tout cas, sur cette période que j'ai ressentie, c'était de la honte. J'ai des moments, et je pense que c'est important pour moi de le partager. Même si je sens que ça m'émeut un peu. Waouh, j'aurais jamais pensé
pleurer un jour au micro de ce podcast, mais bon. Je me rends compte à quel point j'ai été super dure avec moi-même. Sur les réseaux sociaux, on est dans un monde de surface. Les gens sont là, waouh, son compte il explose, etc. Elle a de la chance. Je sais que ça a pu créer chez certaines personnes aussi de la jalousie, des sentiments un petit peu pas ouf envers moi. Et en fait, moi derrière, j'étais juste en souffrance, quoi. Donc ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important. Et moi, je pense que j'avais vraiment besoin aussi de venir de faire un travail sur moi-même, comprendre que je suis au début de ma carrière, que c'est comme si j'étais une jeune stagiaire, en fait, dans une entreprise en astrologie, sauf que l'entreprise, c'est moi. Et que j'ai tout à apprendre. Et en fait, ce qui est hyper dur avec ces positions-là, c'est que Lilith, elle est venue se mettre au carré de mon Saturne qui... Enfin bref, c'est une conjonction qui, au carré de Saturne, me donne un syndrome de l'imposteur hyper fort. Et à la fois, en fait, comme je suis très créative et que j'apprends en faisant, en fait, tout ce que je crée autour de l'astrologie, c'est aussi des manières à moi de venir consolider mon savoir, etc. Et ça m'aide à apprendre, à comprendre. J'ai des prises de conscience et je sais pas, enfin, c'est comme ça que je m'épanouis. Sauf que à ce moment-là, c'est comme si, en gros, il y avait eu des angoisses de mes meufs. Tu te prends pour qui, en fait, de transmettre des informations alors que, enfin, tu fais de l'astrologie depuis pas si longtemps, etc. Enfin, t'es pas légitime, quoi. Donc voilà. Donc bref, petite séquence émotion, j'aurais pas pensé. Mais je pense que j'ai vraiment fait un chemin là-dessus et je pense que j'ai fait un chemin parce que j'ai accepté en fait de regarder mes failles en face et j'ai accepté de les exposer publiquement, quoi. Ce que ma Lilith en fait avait probablement besoin que je fasse, d'accepter de pas avoir honte du regard de l'autre. J'ai le droit moi aussi de prendre ma place à ma manière, à mon rythme et ce que je fais c'est bien. Voilà. Bon, écoutez, ça vient clôturer cet épisode d'une manière un petit peu... franchement, c'était... Entre la migraine ophtalmique, la perceuse, les pleurs, franchement, j'aurais pas pensé que ça aurait été un épisode aussi challengeant. Mais je suis contente de l'avoir fait. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, quand il sortira, je serai probablement à Vipassana. Enfin, normalement, c'est le but. Donc, seule, en silence, face à moi-même, en train de terminer de faire les fonds de tiroir de mon shadow work. Parce que je pense qu'il y a encore quelques petits trucs à venir observer pour ensuite avancer. De toute manière, c'est le travail de toute une vie. C'est pas à 32 ans que je vais me débarrasser de tout. Mais en tout cas, voilà, comme vous le voyez, moi aussi je travaille, moi aussi je suis en process. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de venir vous accompagner aussi sur le sujet. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez parler de ce que ça a évoqué pour vous et que vous n'avez pas envie de le mettre en commentaire parce que ça peut être vulnérable, envoyez-moi des MP. Je vous répondrai peut-être pas avant le 25 mai parce que c'est la date à laquelle... Enfin, même du coup, peut-être le 26, parce que je sors le 25 de Vipassana et je vais me laisser un petit temps de redescente avant de rallumer mon téléphone. Mais envoyez-moi un petit message, on en parle avec grand plaisir. Et voilà, cœur sur vous. Franchement, merci d'être là, merci de m'écouter, merci pour tous les mots que vous m'envoyez qui me vont vraiment toujours droit au cœur. Même si parfois j'ai eu des moments de je mérite pas tout ça. En fait, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, et ça m'aide encore. Donc, merci. Ciao. Attends, reste 2 secondes. Déjà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. Si tu apprécies mon contenu, s'il te plaît, lâche-moi un petit like pour m'aider dans le référencement, franchement, ça m'aiderait trop. Tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Astro Because Why Not, et surtout, n'hésite pas, si tu souhaites faire une consultation avec moi, tu peux retrouver toutes mes informations concernant mes lectures de thèmes sur le lien de mon site disponible en description ou sur mes réseaux sociaux @astrobecauseWhyNot. Tu peux aussi m'envoyer un petit mail à astrobecauseWhyNot@gmail.com. À très vite.